qui est du Bénin, vous avez parlé du Bénin. Oui, du Bénin. Le Bénin, c'est la même situation. Nous avons expliqué nos préoccupations. Mais qu'est-ce que les gens nous répondent? C'est parce que nous sommes jaloux. Fils bidillahi, comment pouvons-nous être jaloux d'un pays africain qui réussit? Si tant est-il que ce pays africain réussit réellement, comment nous pouvons être jaloux d'un pays africain qui est prospère, si loin soit-il, à plus forte raison, à notre porte, comme le Bénin? Nous ne sommes pas envieux, parce que nous savons que c'est un péché. Nous ne sommes pas jaloux, parce qu'il n'y a aucun objet de jalousie entre le Bénin et nous, et particulièrement entre Patrice Talon et nous. Nous avons des vérités que nous avions dites à son temps et que Patrice Talon a ridiculisé en disant que c'est les jaloux et les envieux qui parlent. Parce qu'il a des miradors qui sont bien faits, il a un dispositif de défense qui est bien fait, et c'est pourquoi nous sommes jaloux. Aujourd'hui, où est ce dispositif de défense? Tout le nord Bénin, il n'y a pas un soldat béninois. Il a laissé ça entre les mains des terroristes et des mercenaires français et ukrainiens. C'est ça la réalité des choses. Je vais vous dire certains éléments qui ont conduit à cette situation. La première, connue de tout le monde, c'est cet embargo où Patrice Talon s'est agité, précipité pour fermer des produits pharmaceutiques qui avaient fini les formalités. Il les a fait bloquer. Des vivres périssables, il les a fait bloquer sur le pont. Mieux, il était un acteur actif pour mener la guerre au Niger et rétablir leur cheval désarçonné. Nous avons suivi ça, mais nous savons que ce n'est pas la meilleure option entre deux pays voisins. Mieux, vous avez suivi en 2024, il avait envoyé son ministre de l'eau et de l'énergie pour une rencontre avec le ministre du pétrole du Niger à l'époque. Ils sont venus, ils ont fait leur rencontre à Mahatma Gandhi. Il a lui-même dit à la télévision que la rencontre s'est très bien passée. Tout d'un coup, il devait rencontrer le Premier ministre. Or, il se trouvait, le Premier ministre, Lamine Zen, était en déplacement. Celui qui devait assurer son intérim également, le général Salif Modi, était en déplacement. Donc, dans l'ordre, c'est le ministre de la Santé qui assurait l'intérim du Premier ministre. Il l'a reçu. Au cours de l'entretien avec le ministre de la Santé, il dit que je veux voir le président parce que j'ai un message. J'ai un message à transmettre au président de la part de son frère. Le ministre de la Santé m'a contacté. Je lui ai dit, il y a la diplomatie. Elle a défini le cadre de fonctionnement. Elle a défini le cadre protocolaire. Elle a défini tout. Si c'est un envoyé du président Talon, il y a une procédure. Ils doivent écrire pour dire qu'il est porteur d'un message. En fonction de mon agenda, je lui communique à travers le ministère des Affaires étrangères une date où je serai prêt à le recevoir. J'ai dit au ministre, et je suis présentement occupé parce que nous avions une urgence opérationnelle. Je ne peux pas le recevoir. Et même s'il n'y avait aucune urgence opérationnelle, du fait que les gens pensent qu'il y a une audience par auto-stop, il faut qu'on leur montre, c'est vrai, nous sommes des militaires, mais il n'y a pas d'audience par auto-stop. Il y a des procédures, il y a des règles, il faut les respecter. Il est reparti, avant qu'il n'arrive à l'aéroport, il a organisé une conférence de presse pour dire qu'il est venu avec une main tendue vers le président putschiste du Niger et que le président putschiste du Niger a mis un sabre pour couper
main ou le bras fraternel de Patrice Talon. Donc, ça fait un point. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Le Bénin, je ne sais pour quelle raison, a bloqué 50 véhicules nigériens qui sont arrivés au port au moment où nous étions donc fraîchement arrivés. 50 véhicules destinés aux forces de défense et de sécurité. Pire, 10 blindés également qui étaient au port. Le Bénin, avec les Français, ont fait disparaître ces blindés-là. 2023. Vous vous rappelez, le Mistral avait accosté le 7 décembre 2023. C'est le Mistral qui est reparti avec ces blindés-là. Ils croient que nous ne savons pas. Nous le savons. Nos 50 camions, ils les ont bloqués pendant 2 ans. Sans raison. Les formalités étaient finies. Nous avions dit, laissez nos moyens rentrer par le Togo. Nous allons les récupérer. Ils ont refusé. Il faut qu'on ouvre impérativement la frontière. Nous avions dit garder, nous sommes en mesure de combattre sans ces véhicules-là. C'est en décembre 2025 là qu'ils ont libéré les véhicules. 50. Mieux, le Bénin, avec lequel on était pourtant en échange permanent à travers les ministères, le ministère des Affaires étrangères du Niger et le ministère des Affaires étrangères béninois, et les deux ministères, le ministère du pétrole du Niger et le ministère de l'eau et de l'énergie du Bénin, avaient décidé, contre toute logique, contre toute raison, d'interpeller, si vous vous rappelez, l'équipe que nous avions envoyée pour surveiller le chargement du 2e navire. Ils les ont interpellés. Ils ont dit que c'est des terroristes qui sont rentrés au Bénin. Alors qu'il y avait des échanges avec liste où ils ont donné leur accord pour que cette équipe arrive au Bénin. Ils les ont interpellés. Ils les ont envoyés dans les prisons de droit commun avec des grands criminels, dont la DGA de Wapko, une dame qu'ils ont incarcérée avec des dames qui étaient impliquées dans le gangsterisme, dans le trafic de drogue, dans les crimes les plus sévères, les plus graves. Cette dame-là a été condamnée par le Bénin. Une autre provocation. Ils ont passé un jugement, ils ont été libérés, condamnés avec sursis. Une autre provocation. Le Bénin, on ne sait par quelle gymnastique, découvre que des diplomates nigériens sont tout d'un coup des malfrats. Et le Bénin décide de les expulser. Encore, le Bénin décide d'expulser un autre compatriote, je crois, qui travaille dans le secteur de l'ASECNA. Comme ça, hein? 72 heures pour quitter, persona non grata, n'est-ce pas? Oui. 72 heures pour quitter. C'est la même chose qu'ils ont faite avec nos 2 diplomates. Tout simplement parce qu'ils sont du domaine de la sécurité. Donc, face à des agissements comme ça, est-ce que nous qui avons et qui détenons toujours des preuves, je l'ai dit ici, le Bénin, le ministère de l'Intérieur béninois a commandé à travers un opérateur économique qui n'est même pas béninois, 100 drones. Les 100 drones-là, quand ils sont venus, ont été distribués aux terroristes. L'armée béninoise ou les forces de défense et de sécurité du Bénin ne les ont pas utilisés. Je l'avais dit. Nous avons des éléments. Le Bénin, les Français que nous avons expulsés de notre territoire à travers le Tchad, se sont retrouvés le même semaine au Bénin.
Vous croyez que c'est pour le bien du Niger qu'ils vont tout faire pour se retrouver au Bénin? Le Bénin, où, je l'avais dit, il y avait les forces spéciales. Ils sont sortis pour dire que c'est la jalousie. Mais Macron n'était pas sorti pour confirmer. Et qu'est-ce qui a été dit? Est-ce qu'ils sont revenus s'excuser? Le Bénin, où l'ambassadeur, vous vous rappelez, en février 2025, était à Gaïa, il a dit à la population de Gaïa et la population de Malamville de collaborer. Oui. Nous sommes des frères. Il faut qu'on apprenne à pardonner. Le mot pardon là qu'il a dit, Patrice Talon l'a fait traverser par natation pour dire qu'il lui a dit qu'il y a le pardon entre le Niger et le Bénin. Et particulièrement entre les autorités du Niger et lui. Ils l'ont rappelé. Si vous vous rappelez de ça, ça s'est passé en février 2025. Le Bénin, actuellement, héberge les bases de déstabilisation, je le dis et je le répète. Ils vont dire que c'est faux, ils sont habitués à dire que c'est faux, mais ce que nous disons, nous ne sommes jaloux de personne. Ce n'est pas la peine de donner la même version, toujours ils sont jaloux, ils sont jaloux. Non, combattez les arguments par des arguments. Ils ont dit qu'ils ont des instructeurs au Bénin. Il n'y a pas de force. Même Macron qui est sorti pour dire qu'il y a des forces spéciales là, il a menti. Même s'ils ne sont pas sortis pour dire qu'il a menti parce qu'ils n'ont pas le courage de le faire. Mais je le rappelle, le Bénin nous a accusés d'être instigateurs de leur mascarade du 7 décembre 2025. Oui. La tentative de coup d'État, il paraît, qui s'est déroulée avec le colonel Pascal Tigri. Quel est l'élément de preuve? Ils disent que 2 jours avant, nous avions retiré des conteneurs, donc des camions, des trailers, des camions remorques, qui servaient de barricade entre nous et eux. C'est ça que nous avions conservé avec, bien sûr, des forces pour sécuriser l'obstacle jusqu'à date. Le propriétaire de ces camions-là a intenté un procès au ministère de la Défense où on lui a donné raison. C'est vrai, on nous accuse d'être des putschistes, mais nous ne méconnaissons pas le droit de nos citoyens. Oui. Et avec astreinte de 1 million de francs CFA chaque jour, si on ne libère pas ces moyens-là. Pour que le Bénin ne pense pas qu'on est lié à un futur coup d'État qui va se passer, on va continuer à payer les astreintes de 1 million de francs CFA par jour. Nous avions retiré et nous avons fait ce que nous savons faire le plus. Nous avons remplacé ces véhicules par ce qu'on appelle des ESCO, donc que nous avons remplis avec des matériaux et que nous avons utilisés pour reconstituer ce mur défensif protecteur pour nos troupes. 2 jours après, Tigri a fait ce qu'il a fait et ils se sont répandus pour dire, jusqu'à aujourd'hui, dès qu'il y a une audience, c'est le Niger qui a tenté de renverser Patrice Talon. Tout simplement pour avoir la sympathie de l'Occident. Mais quand vous mentez là, ceux à qui vous mentez, peut-être par politesse, vous écoutent. Mais sachez que Allah existe. Et même s'ils ne croient pas en Allah, ils croient au vaudou. Le Dieu du vaudou là existe. Nous savons que nous ne connaissons même pas, comment il s'appelle, Pascal Tigri, même de nom, avant le 7 décembre. Nous ne le connaissons pas de nom. Dieu nous est témoin. Et je veux que Patrice Talon sorte pour dire que Dieu lui est témoin que nous connaissons Pascal Tigri. Donc, ça n'a rien à voir. Mais c'est un narratif qu'on continue à diffuser. Non, on a vu son avion. Regardez. L'action s'est passée à Cotonou. Et il paraît, Pascal Tigri
Il était même de la garde, je crois, présidentielle, ou de la garde républicaine. En tout cas, il fait partie des forces spéciales. Comment un élément des forces spéciales qui a appris à combattre dans tout type d'environnement, oui, qui a appris à travers un aguerrissement important à utiliser de toutes les astuces ou de toutes les techniques pour s'évader, pour s'exfiltrer, va faire 800 et quelques kilomètres de Cotonou pour chercher la frontière du Niger. Quel que soit le côté, ouais, toutes les villes ou les villages frontaliers, c'est 800 et quelques kilomètres. Alors qu'il a une frontière poreuse comme un filet de pêche dans une mer, ouais, à 25 kilomètres tout au plus le Nigeria. Il fait 25 kilomètres, il est à l'intérieur du Nigeria. Personne, puisque c'est une frontière qui n'est pas contrôlée, et Tigri le sait plus que moi, mais j'ai fait cette voie-là. Elle ne fait pas 25 kilomètres. Il pouvait s'exfiltrer par là-bas. Il pouvait s'exfiltrer vers la frontière avec le Togo, qui est à moins de 5 kilomètres. Oui. J'ai fait cette voie-là également en 2006. Donc, il ne fait pas tout ça. Il choisit de s'exfiltrer par le Niger, puisque c'est le Niger qui doit être indexé. Mieux, on dit qu'une fois après, bon, peut-être comme le ridicule ne tue pas, ils ne se rendent même pas compte que c'est du ridicule qu'il raconte, puisqu'ils continuent à le raconter. Ils ont dit, ils ont suivi ses déplacements. Je ne sais pas comment il a fait pour arriver jusqu'au Togo. Et qu'à partir du Togo, un opérateur économique burkinabé a envoyé un avion pour l'amener à Niamey. Et à Niamey même, il est dans la zone ministérielle à côté du Premier ministre. Vous savez où loge le Premier ministre. Ah, oui. Est-ce que le Premier ministre loge dans la zone ministérielle? Ouais. Donc, c'est pour vous dire ces aberrations. Et ce sont ces aberrations qui sont en train de répéter à tous les visiteurs. Ils organisent même des visites guidées. Mais que Patrice Talon sache que nous avons pris notre destin en main. Qu'ils disent que notre territoire est un boulevard pour les terroristes, nous avons 1 267 000 km². Le Bénin, c'est la plus petite région, c'est Dosso, 114 000 km². C'est Dosso. Nous arrivons à sécuriser, malgré tout, malgré les défis, malgré les complicités, notre territoire de 1 267 000 km². En quoi nous pouvons être jaloux de l'incapacité du Bénin à contrôler 114 000 km²? Tout le nord est entre les mains des terroristes. Quelle est notre bassesse pour être jaloux d'un système pareil? Il ne serait à rien de verser toujours des mensonges aux citoyens. Le mensonge a beau courir, la vérité finira par le rattraper. Nous n'avons rien contre le Bénin. Je l'ai dit, je connais l'histoire. Même lui, le prince Kondo dont il se réclame, le plus proche Kondo de nous que de Patrice Talon. Il n'a qu'à aller se renseigner. C'est Béhanzin, le prince Kondo, là, c'est lui, le Béhanzin, le dernier qui est mort en Algérie. Du fait de qui? De la même France. Oui. Déporté avec sa famille. Je dis une fois et une dernière fois à Patrice Talon, nous savons le degré d'implication, de complicité qu'il a pour nous déstabiliser. Mais ce faisant, il ne fera du mal qu'à son propre peuple. Les Français disent qu'ils ont des instructeurs. Je vais vous dire le matériel de transport que les Français ont au Bénin. Ils ont 13 avions
de transport stratégique, de transport tactique, de reconnaissance, de guerre électronique, de poste de commandement. Pour seulement une vingtaine d'instructeurs, 13 avions. Et j'ai dit mieux à Patrice Talon, ce que je sais et ce que je tiens à lui dire. Parmi ces 13 avions, il y a 5 qui sont des Beechcraft. Il y a 2 Beechcraft King Air 350. Il y a un Beechcraft King Air 300. Il y a un Beechcraft 350. Pas King Air, Beechcraft. Il y a un Beechcraft 1900 Delta. En plus de ces 5 Beechcraft qui font de la surveillance, qui font de la guerre électronique, qui font de l'écoute, qui font du transport moyen, une quarantaine de passagers, qui font office de PC de commandement aérien. Ils ont 3 A330. 3 A330 qui sont des avions de transport stratégique, dont un A330 Mike Romeo Tango Tango Phoenix. Cet avion fait non seulement du transport stratégique, mais il peut faire également l'évacuation sanitaire. En plus de ces A330 qui sont 3, dont j'ai dit un Mike Tango Tango Phoenix, ils ont 2 C-130, dont un C-130 Juliette. Ce C-130 Juliette, il fait du largage, il fait du transport tactique, il fait des posées d'assaut. Le deuxième C-130, il fait du transport tactique, il fait les posées d'assaut. Ils ont des types d'avions de reconnaissance qu'on appelle des avions légers de reconnaissance, ALSR. Ils ont 2 ALSR Bravo Echo 300. Ensuite, ils ont un avion qu'on appelle le CN ou CASA. Nos pays amis ont des CASA. Le Mali a un CASA, le Burkina a un CASA. C'est des avions qui font du transport, mais également qui font des missions de transport de troupes. Donc, comment est-ce qu'on peut me convaincre que 13 avions que je viens de décrire, qui sont à trous, ils ne sont pas parqués en permanence, ils font des va-et-vient, ils font du transport à trous, un aéroport qui est aux coordonnées 10 degrés, 18 minutes, 0,7 secondes, nord, et 1 degré, 56 minutes, 36 secondes, est. C'est l'aéroport du Trou. Ces avions ont une autorisation permanente de vol, survol et atterrissage. Et mieux, c'est des avions qui n'atterrissent jamais avant 1h du matin. Tous les vols se font de nuit, entre 1h et 3h du matin. Qu'on me dise que c'est pour aider le Bénin à former. Non, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons ce que nous savons. Patrice Talon sait que ce que nous disons est la pure vérité. Je rappelle à Patrice Talon, le 27 janvier 2026, il a reçu un individu qui était revenu de France il y a à peine une semaine. Il n'a qu'à dire au peuple béninois quel est l'objet de cet émissaire de Macron. C'est pas un
français, ce n'est pas un Béninois. Mais moi, je sais qui c'est. Et lui, Patrice Talon, c'est qui c'est. C'est le mardi 27 janvier là, 2026. Le gars a à peine une semaine de retour de France, il l'a reçu. Il n'a qu'à dire au peuple béninois de quoi ils ont parlé. Il n'a qu'à dire encore, c'est parce que je suis jaloux des audiences qu'il accorde. Patrice Talon, mais on a appris à le connaître. Patrice Talon a fait son bilan, vous avez suivi, alors qu'il est à 6 mois de la fin de son mandat. Mais il n'a pas annoncé une chose aux Béninois. Je lui mets au défi de révéler les numéros que je vais donner ou les chiffres que je vais donner. Un AK, un P, AK, un H, P, 2 H, P. Le ratio 76, 15, 9. Périmètre 551 km². Date de la première mise en œuvre. J'ai dit mise en œuvre pour lui laisser le choix de savoir de quoi je parle. 1982. Fin de cette mise en œuvre. 1998. Total 22 millions. Il n'a qu'à dire aux Béninois, puisqu'il dit chaque fois que nous sommes jaloux, c'est par envie que nous dénonçons ces travers. Il n'a qu'à expliquer aux Béninois les chiffres que je viens de communiquer. Pour la Côte d'Ivoire, je ne m'attarderai pas. La Côte d'Ivoire, au moment où personnellement j'étais en Côte d'Ivoire, beaucoup d'Ivoiriens avaient fui la Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire avec la mission de la CEDEAO, la MICESI. J'étais en Côte d'Ivoire avec la mission des Nations Unies le 4 avril 2004. Je suis le premier commandant de bataillon nigérien qui a conduit les troupes nigériennes. Quand j'étais là-bas dans le cadre de la MICESI de la CEDEAO, le PC était à Zimbakro. C'est à côté de Yamoussoukro, à quelques kilomètres de Yamoussoukro. Quand j'étais passé aux Nations Unies, j'avais mon bataillon qui est déployé dans le centre. J'avais mon PC à Prikro. J'avais des éléments à Fagnon-Kro. J'avais des éléments à Adiyapikro, voisins de Bonguera. Ils savent ce que c'est Bonguera. J'avais mon PC à Prikro dans un premier temps. Ensuite, à Daoukro dans un deuxième temps. Ce sont mes éléments avec une section du Ghana qui avait intervenu quand il y avait eu le massacre suite à une embuscade à Korogo, dans la région de Korogo. Je me rappelle, ça doit être en juin ou juillet 2004. J'ai effectué des missions sur le territoire ivoirien pour la paix en Côte d'Ivoire parce que nous étions convaincus d'un idéal. J'ai traversé des cours d'eau que je suis sûr 80% des Ivoiriens n'ont pas traversé. Le Nzi, le Komoé, le Bandama. Nous étions au lac Kossou, non loin également de Yamoussoukro. J'ai parcouru de Daoukro. J'étais jusqu'à Man. De Man, j'étais jusqu'à Odjéné. Je suis revenu par Man
pour remonter sur Danané, traverser la frontière avec un pays que je ne citerai pas, mais qu'ils savent, à partir de Danané, dès que vous sortez, il y a un pont. J'ai traversé dans le cadre de la mission. Au retour, j'avais pris la côtière par tout le pleu pour revenir à Dalawa, puisque j'avais passé à Dalawa. De Dalawa, j'ai fait Vavois, j'ai fait Séguéla, je suis revenu, j'ai fait Dalawa, ici à Mama, chez le président Gbagbo, pour ressortir vers Toumoudi, même pas à Yamoussoukro, puisque à Yamoussoukro, c'est en allant que j'ai passé à Yamoussoukro. J'ai fait Daoukro jusqu'à la frontière de Bondoukou, à la frontière du Ghana. J'ai fait de Daoukro jusqu'à Abidjan, où certains qui crient aujourd'hui étaient incapables de mettre pied à Abidjan au moment où on était à Abidjan. Ou au moment où c'était les forces françaises qui pillaient la Côte d'Ivoire. Les soldats français ont pillé la banque centrale de Korogo, de Bouaké, et toutes les grandes villes où il y avait des dépôts. Ils transportaient par millions, par dizaines de millions, centaines de millions de francs CFA. La seule chance, c'est qu'ils ne pouvaient pas aller en France avec les CFA puisque personne ne va leur échanger. Ils étaient obligés de dépenser ça sur place en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des Nigériens qui ont pillé, c'est des Français aujourd'hui, leurs amis avec lesquels ils s'acoquinent. Et c'est moi qui ai fait ce sacrifice-là, parce qu'il y a un idéal auquel on croyait. Les Nigériens ont sécurisé Ouattara à l'hôtel Golf. Toutes les forces refusaient. Le Niger avait un détachement spécial qui était à la Rivera, qui protégeait toutes les autorités. Nous le faisons de façon impartiale. Si ce n'est pas moi, c'est ceux qui m'ont relevé. Puisque c'était un séjour, nous avions fait un séjour de 8 mois. Contrairement à la pratique où c'était des séjours de 6 mois. C'est des Nigériens qui l'ont sécurisé. Et moi, voilà ce que j'ai fait. Mais je sais ce que lui, il est en train de faire présentement pour nuire au Niger. Je vais lui rappeler des dates. Du 6 au 7 et 8 août 2024 à l'hôtel Golf. 6, 7, 8 août 2024 à l'hôtel Golf. Du 8 à une ville qu'on appelle Jacquesville, je crois, qui est non loin d'Abidjan. Du 28 au octobre au 27 novembre au 43e Bima. Je donne des dates. Il vérifie ce qui s'est passé pendant ces périodes que je suis en train de citer. Juillet 2025 à Korogo, 4e région. Mai, juin, jusqu'à la date d'aujourd'hui, au camp, l'ancien camp du 3e bataillon de Bouaké. Il vérifie ce qui s'est passé et ce qui se passe. Ensuite, à Sokoura, la même période, qui est une ville non loin de Bouaké, qu'il vérifie ce qui se passe. Moi, je sais ce qui se passe. À Congo, à la frontière avec le Burkina, qu'il vérifie ce qui se passe. Moi, je sais ce qui se passe et lui, il sait ce qui se passe. Le mois de décembre, fin décembre 2025, les multiples rencontres qui ont eu lieu avec des dates
j'ai les dates. Lui-même, il a participé. Qu'il réponde en âme et conscience à toutes ces dates-là et quel était l'objectif de toutes les rencontres. Le 16, le 17, le 18, le 19 juillet, à l'hôtel des Armées, dans le plateau, à Abidjan, avec une rencontre spéciale entre 3 pays, dont la France, la Côte d'Ivoire et le Bénin, le 18 juillet, en dehors des autres qui ont eu lieu 16, 17 ou bien 19. Celle du 18 juillet qui a réuni des responsables, moi je sais qui c'est, lui il sait qui c'est. Qu'ils sortent pour dire aux Ivoiriens ce qui s'est passé. Nous avons mieux que ça et nous avons plus que ça. Nous avons le dernier financement, mais nous le gardons pour l'histoire, parce qu'il ne sert à rien que les gens pensent que c'est les preuves qui vont pousser ces gens-là à abandonner ce qu'ils sont en train de faire. Qui n'a pas vu le Mali? Depuis le temps de Choguel Maïga, qui a été abandonné en plein vol aux Nations Unies, qui était parti avec des preuves, à Abdoulaye Maïga, le général, actuellement Premier ministre, qui a répété 3 fois, plusieurs fois, pour qu'on leur permette de présenter les preuves. Dites-moi qui s'est toujours opposé. N'est-ce pas la France qui a mis son droit de veto? C'est la France qui a mis son droit de veto. Mais nous savons, et il faut que les Nigériens comprennent, en plus de ce que nous disons avec précision, date, heure, lieu, coordonnées géographiques, acteurs, montant. Pour les montants, je reviens à Patrice Talon. Décembre 2024, il a donné 90 millions à Takou Bokoy. 90 millions. Décembre 2024. Je sais pourquoi il a donné les 90 millions. Mais il n'a qu'à demander à Takou Bokoy si l'usage qu'il a fait des 90 millions est celui que Patrice Talon lui avait demandé. Takou Bokoy a remis cette somme au cours d'une rencontre à Abuja du 8 au 9 décembre 2024 pour l'achat de 700 motos, dont 500 motos au profit du GININ et 200 motos au profit de l'EIGS. Ça s'est passé du 8 au 9 décembre 2024. Et dans le bureau d'un assistant que je sais et que lui, il sait, et réunion au cours de laquelle des acteurs ont pris part que je connais et que lui, il connaît. Mais l'objectif pour lequel, je rafraîchis la mémoire à Patrice Talon, pour lequel il avait donné les 90 millions, c'était dans un montant plus global de 300 millions. C'était destiné au versement aux terroristes qui sont en train de mener des actions dans le W et la Pendjari. Takou Bokoy a détourné cet argent-là parce qu'il l'a versé comme participation pour l'acquisition de 700 motos. Si vous avez remarqué, le 31 décembre 2024, le contrat qui liait Patrice Talon aux terroristes, pour lequel il versait cet argent, est arrivé à terme. Le 8 janvier, au moment où même le chef d'état-major était en déplacement au Tchad, le chef d'état-major béninois, il y a eu une attaque qui a fait une dizaine de morts. Ensuite, quelques mois plus tard, en avril, le 17 avril, il y a eu une grande attaque où il y a eu 76 morts. C'est parce que les terroristes ont refusé
de reconduire la trêve pour laquelle il avait versé les premiers 90 millions et où il restait 210 millions pour faire les 300 millions. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont constaté que Patrice Talon ne respecte pas ses engagements et qu'ils ne vont pas reconduire la trêve. Amen. Il n'a qu'à nous dire pourquoi il s'est déplacé. Moi, je ne le dirai pas. Parce que j'ai honte de ce qui se passe. C'est ça la différence avec nous. Nous avons pris notre destin en main. Nous ne comptons plus sur quelqu'un pour nous assumer. On va nous dire, ah, vous avez des Russes avec vous. Mais qui a vu ces Russes en opération sur le terrain? Ils ont leurs informateurs sur notre territoire. Ils n'ont qu'à nous le dire. Nous avons récupéré notre liberté d'action. C'est ça la différence avec Patrice Talon qui a perdu sa liberté d'action. Aujourd'hui, l'armée du Bénin ne peut pas être présente dans le nord Bénin. Et de quoi on peut être jaloux? On ne sera jamais jaloux d'un pays frère. On ne sera jamais jaloux de nos frères. Mais si c'est la jalousie, c'est peut-être Talon qu'il a dans son cœur et il pense que tout le monde est comme lui. Lui qui pensait pouvoir nous asphyxier s'est retrouvé avec une noix de coco dans la gorge. Il n'a qu'à se débrouiller avec. Il n'a qu'à répondre aux questions que j'ai posées. Alassane Ouattara, j'ai donné des indications. Je crois avoir fait suffisamment. Les preuves, ce n'est pas ce qui manque. Mais il y a des preuves que nous n'exposons pas pour ne pas exposer. Donc voilà ce qu'il y a entre ces pays. Il n'y a pas de haine particulière pour ce que nous avons fait pour ces pays-là, même si aujourd'hui ils sont amnésiques et ils oublient ce que nous avions fait pour eux. Mais Allah est là et il est le juge, le plus sage des juges. Nous ne voudrons jamais que les Béninois, les Ivoiriens ou les Nigérians soient en difficulté. Ça, jamais. Mais nous n'accepterons jamais la politique qui a pour visée de collaborer par soumission servile pour nous soumettre. Nous avons fait un choix, la liberté d'action. Ce choix est irréversible. Voilà ce que je peux dire par rapport aux relations que nous entretenons avec ces pays-là. Monsieur le Président, toujours au sujet de relations diplomatiques, lors de notre entretien du 31 mai 2025, vous évoquez les relations conflictuelles avec les sociétés chinoises qui exploitent le pétrole nigérien. Après cet entretien, la Chine a nommé un nouvel ambassadeur au Niger que vous avez d'ailleurs reçu en audience le jeudi 15 janvier dernier. Comment les choses ont-elles évolué? Est-ce que la crise est derrière nous aujourd'hui avec la Chine? Bon, je ne sais pas si c'est une crise. Nous ne pensons pas que c'est une crise. Nous avons des principes et nous sommes convaincus que les autorités chinoises aussi ont les mêmes principes. La lutte contre la corruption, la lutte contre la domination sous toutes ses formes et la lutte contre la tendance à méconnaître les intérêts stratégiques des partenaires. Nous savons la lutte acharnée que les autorités chinoises mènent dans le cadre de la lutte contre la corruption. Nous voyons régulièrement des hauts gradés qui sont sanctionnés ou des hauts fonctionnaires qui sont sanctionnés. Nous partageons à quelques milliers d'années près la même histoire avec la République populaire de Chine aujourd'hui. La République populaire de Chine, il faut le savoir, a passé par 24 dynasties. Avant d'être d'abord la République de Chine, de 1912 à 1949, ensuite la République populaire de Chine, de 1949 à aujourd'hui. 2100 avant Jésus-Christ,
la première dynastie de Sia, de 2100 à 1600 avant Jésus-Christ. Je prendrai juste 3 repères. Ensuite, la dynastie des Xiang, de 1570 à 1045. C'était l'âge de l'écriture ou des caractères chinois qui sont actuellement en cours. Ensuite, nous avons la dynastie printemps-automne. C'est la dynastie de Confucius et de Sun Tzu. Confucius, qui a été un grand idéologue, et la religion tire son essence de son idéologie. Ensuite, Sun Tzu, qui a été un grand chef militaire, où tous les chefs militaires de l'Occident s'inspirent des règles de conduite de Sun Tzu. Donc cette dynastie printemps-automne a duré de 722 à 476. Et enfin la dynastie des Qin, qui était la dernière avant la République de Chine, donc en 1912, et la République populaire de Chine. La Chine a connu les affres de la domination, comme le Niger. Donc nous savons que c'est des valeurs que nous partageons, les valeurs de nous libérer, les valeurs de ne plus jamais nous laisser soumettre. Ils sont parvenus à travers beaucoup d'efforts, beaucoup de souffrances, beaucoup d'investissements et beaucoup de sacrifices. Et c'est ce que nous avons choisi de faire à partir du 26 juillet 2023. Nous savons que les autorités chinoises sont conscientes de notre volonté de développer notre pays. Nous avions trouvé une grille de partage qui est totalement défavorable au Niger. Nous avions demandé qu'on revoie les choses pour ne pas aller dans les mêmes travers que l'uranium du Niger. Ça a créé des incompréhensions, mais aucune coexistence ne peut être un long fleuve tranquille. Nous nous évertions à résoudre ces incompréhensions et nous sommes convaincus que nous parviendrons à une solution, puisque comme vous l'avez rappelé, j'ai reçu l'ambassadeur et j'ai chargé l'ambassadeur d'une mission, celle de tout faire pour que nous trouvions une solution définitive à ces tensions qui nous préoccupent. Nous avions de notre côté mis en place un comité qui a prêté serment et comité qui est chargé de négociations dans tous les domaines. Nous sommes ouverts au partenariat, mais un partenariat gagnant-gagnant. Un partenariat qui ne méconnaît pas les intérêts du Niger. Et je crois qu'avec les bonnes dispositions de l'un et de l'autre, nous pourrons rapidement aboutir à des solutions, bien sûr, non pas favorables seulement au Niger, mais favorables et au Niger et aux partenaires de CNPC ou WAPCO. Voilà ce que je peux dire pour ne pas m'étaler sur cette question. Monsieur le Président, relativement à la Confédération AES, le Collège des chefs d'État a tenu son deuxième sommet à Bamako les 22 et 23 décembre dernier. Nous avons suivi avec intérêt le bilan des quelques 15 mois de la Confédération. Il en ressort incontestablement des réussites exceptionnelles, l'opéralisation de la force unifiée, la banque d'investissement, les organes de presse. Cependant, les peuples s'attendaient à d'autres décisions encore plus fortes et qui vont marquer définitivement la rupture avec le système néocolonial français et l'amorce véritable du processus de développement économique de la Confédération. Monsieur le Président, la Confédération AES a-t-elle peur de franchir certaines lignes rouges comme la monnaie par exemple?
Mais déjà poser cette question suppose une méconnaissance totale de la détermination de la Confédération. La Confédération n'a peur de personne ni de rien. Si nous avons réussi ce que nous avons réussi jusqu'ici, malgré les défis, c'est parce que nous sommes déterminés. Et c'est parce que le mot peur, on ne le connaît pas, il ne fait pas partie de notre langage. Je me rappelle, la deuxième rencontre de la Confédération a eu lieu le 23. Est-ce que vous avez entendu une seule fois le mot peur? La Confédération n'a peur de personne et n'a peur de rien. La Confédération pose des actes réfléchis après mûre réflexion. Et toute décision qui mérite d'être prise, la Confédération la prendra. Je crois que nous avons réussi suffisamment d'actes pour que le mot peur ne soit plus un vocabulaire à utiliser au sein de la Confédération. Je préfère m'en tenir à ça, parce que le fait même de répondre au mot peur me rabaisse. Sous la présidence de Bamako, on a appris l'ouverture des négociations avec la CEDEAO. Plusieurs mois après, les citoyens veulent toujours savoir où en sommes-nous avec ces négociations avec la CEDEAO. Mais les négociations avec la CEDEAO, oui, je crois que c'est être naïf. Mais nous, je crois que nous avons prouvé que nous ne sommes plus naïfs. Quel mécanisme la CEDEAO n'a pas utilisé sous l'injonction de son maître à penser, Emmanuel Macron, pour nous garder dans les jurons de cette même organisation que nous avons choisi librement de quitter, si vous vous rappelez, le 28 janvier, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils nous donnent un an pour réfléchir. On nous a donné 6 mois, jusqu'à juillet 2025, pour réfléchir. Mais quelle réflexion? Mais nous avons choisi notre voie et nous avons posé des actes qui prouvent que la réflexion est déjà faite et l'acte est déjà posé. Nous ne pouvons pas rester au sein de la CEDEAO, même si nous sommes les membres fondateurs, pour une raison bien précise. Mais le dilatoire de la CEDEAO n'a pas de fin. Et c'est dans ce dilatoire-là que nous sommes. La CEDEAO ne voudra jamais de négociations sincères. Parce qu'il y a toujours des génies qui leur font croire que non, un d'eux va tomber et les deux autres vont courir pour rejoindre la CEDEAO. Mais c'est méconnaître le peuple de la Confédération. Aujourd'hui, ce n'est pas Assimi Goïta, ce n'est pas Ibrahim Traoré, ce n'est pas Tiani. La Confédération, c'est les peuples du Niger, du Mali et du Burkina. Que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré ou Tiani disparaissent, en même temps, ce retour-là est irréversible. Il n'y aura pas de retour. Il faut que les gens comprennent et engagent des négociations sincères pour que, si nous devons continuer à coopérer avec les deux formats, la Confédération des États du Sahel ou peut-être la Fédération dans quelques années à venir et la CEDEAO, qu'on continue à collaborer, à coexister en tant que peuple du même espace ouest africain, mais dans des organisations différentes parce que nos intérêts ne sont plus préservés par la CEDEAO. Il faut que les gens le comprennent et qu'ils évitent de faire du dilatoire et de croire à ce que d'autres leur rapportent comme quoi nous allons tomber et que nous allons, après notre chute, le peuple va ramener nos 3 pays dans les rangs de la CEDEAO.
ça n'adviendra pas, Inch'Allah. Monsieur le Président, pour clore ce chapitre, au mois de décembre dernier, les États-Unis d'Amérique ont orchestré des frappes aériennes au Nigeria au motif de lutter contre le terrorisme et de protéger les chrétiens. Et quelques heures après, des journalistes à l'assaut de l'impérialisme français ont fait cas d'une attaque terroriste contre un couple chrétien du Niger dans la région de Dosso. Ces événements distincts ont inquiété certains citoyens de la Confédération AES qui se demandent si les mêmes frappes américaines ne pourraient pas arriver dans leur pays respectifs, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ces inquiétudes sont-elles fondées, Monsieur le Président? Bon, pour d'abord répondre à la première partie, nous ne nous ingérons pas dans les décisions de défense ou de sécurité d'un pays ou d'un pays avec un partenaire. Tant que ces décisions n'ont pas en arrière-mandat la volonté de nuire au Niger. Et si c'est le cas, nous le découvrirons et nous l'annoncerons aux Nigériens. Donc, les relations militaires ou de défense du Nigeria avec quelques autres pays sont du ressort des autorités du Nigeria. Je n'ai rien à dire. Si je ne peux aider le Nigeria à protéger ses populations, je ne dirai rien qui puisse nuire à des relations qui peuvent peut-être l'aider à circonscrire cette situation dans laquelle végètent toutes les populations du nord Nigeria, tous les États du nord Nigeria. Pour ce qui concerne des motifs de l'intervention ou des frappes, nous les avons entendus comme quoi c'est pour protéger les chrétiens. Là également, nous n'interférons pas. Nous savons que nous formons une communauté avec les chrétiens du Niger. Nous ne connaissons pas ces agissements, même si les mercenaires, justement de ces puissances occidentales, ordonnent souvent à ces mercenaires de massacrer des populations innocentes. Le journaliste qui l'a dit ne mérite pas que je prononce son nom, mais je sais une chose, qu'il était à un certain moment au Mali. Il a quitté le Mali puisqu'il ne peut plus mentir allègrement. Il est parti s'installer au Sénégal. Et c'est à partir du Sénégal qu'il coud tout ce tissu de mensonges. Nous ne nions pas que le Niger a connu beaucoup d'épreuves. Beaucoup de Nigériens martyrs ont été enregistrés. Mais nous ne méconnaissons pas également que cette situation n'est pas propre au Niger. À titre indicatif, c'est nous qu'on peint comme un pays dangereux, infréquentable, où les terroristes courent dans tous les coins et recoins sur toutes les grandes artères, toutes les voies, tous les axes routiers, dans les villages, dans les campagnes, dans les rases campagnes. Mais ces pays qui sont considérés comme des références de paix et de tranquillité, où aucun compatriote, quand je dis compatriote, un citoyen de ces pays n'est tué. Je vous donne juste un petit exemple. En 2020, en France, il y a eu 5000 homicides. 2020. 5000 homicides en France. Les gens ont prétexté que c'est le Covid qui a rendu les gens fous, mais nous avons été exposés au Covid au même titre qu'eux. Est-ce qu'il y a eu 5000 morts par homicide au Niger? Non. Aux États-Unis, d'où vous venez de tirer votre question, en 2020, il y a eu 21 500 morts par homicide. Allez-y
cherchez dans le journal, le New York Times, du 28 septembre 2021, vous verrez ce que j'ai dit. Et depuis la création de l'organisme chargé de l'observation, du recensement des homicides en 1960, il n'y a jamais eu une année où il y a eu moins de 15 000 morts par homicide. Donc, chaque pays a ses problèmes, mais rappelez-vous, je l'ai dit ici, l'Élysée, le Quai d'Orsay avaient juré notre perte. Ils ont mis deux structures en place, le commandement pour l'Afrique, pour la composante militaire, et la cellule des informations, je dirais, au Sahel de l'Élysée. La cellule Sahel de l'Élysée. Cette cellule, la deuxième, n'a pour autre objectif, je l'ai dit, que de faire la guerre informationnelle. Ils ont prévu des recrutements en masse à travers deux événements. Le premier événement devait avoir lieu en 2025 au Bénin. C'est un événement culturel. Je ne sais pas s'il a eu lieu ou il n'a pas eu lieu. C'est au cours de cet événement qu'ils devaient recruter des Africains apatrides, cupides, qui ne comprennent pas ce que c'est la lutte de la libération pour s'attaquer à leur propre pays. Ensuite, 2026, c'est prévu. Je ne sais pas si ça tient ou ça ne tient pas, la francophonie au Kenya. Ils vont profiter également de cette rencontre pour recruter des apatrides africains. C'était les deux plans. Ensuite, en septembre 2025, vous avez vu l'appel d'offres international, mais particulièrement orienté vers les pays africains pour recruter des influenceurs. Je l'ai dit lors du dernier entretien, dont la mission n'est autre que de créer des événements, d'amplifier des événements dans la Confédération, de dénigrer les relations de coopération entre la Confédération et 5 pays, je vous les ai cités lors de la dernière interview. Donc, il faut effectivement avoir de la mémoire pour que tout ce qui se passe ne nous déstabilise pas, ne nous détourne pas de notre objectif. Ce journaliste-là a inventé un tissu de mensonges. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de mort au Niger. Ça serait de la pure démagogie, surtout dans le contexte où nous sommes. Mais ce qu'il a dit en termes de conflit religieux est un mensonge. Mais ce n'est pas son mensonge, c'est le mensonge de la guerre informationnelle dont Jean-Marie Bockel a prévu de doter le Quai d'Orsay, cette force de frappe informationnelle qui va mettre le pas les pays de la Confédération quand il répondait à une députée française qui disait « Mais comment se fait-il que les États de l'AES vous attaquent et que vous ne répondez pas, surtout les Nigériens ?» Il lui a dit « Calmos, j'ai un programme de force de frappe informationnelle au profit du Quai d'Orsay et elle sera chargée de cette mission. Nous savons ce que nous savons ce qu'ils sont en train de faire, nous savons ce qu'ils sont capables de faire vis-à-vis même de leurs propres compatriotes. Pour vous dire, les interventions faites où nous avons exposé des faits ont coûté la vie à date. En tout cas, ce que nous avons continué à recenser à 12 agents français de la sécurité intérieure et de la sécurité extérieure. 12 le 21 janvier, le 23
janvier 2025, le 22 juin, le 1er décembre, le 5 décembre, le 15 décembre, ensuite du 5 au 6 de ce mois de février, toujours des agents de la sécurité intérieure. Ils ont été exécutés sur le site Levallois-Perret, aux dates que j'avais indiquées, sur le site d'Essonne et à Arras. Arras, c'est la dernière exécution la nuit du 5 au 6 du mois de février. Une commandante de la sécurité intérieure a été abattue. Qu'est-ce qu'on communique aux gens? D'abord, les noms ne sont pas communiqués. Et le mobile, c'est un suicide. Donc, c'est des gens qu'on a suicidés. C'est des agents qu'on a suicidés. Pour ce qui est de la sécurité extérieure, je citerai deux. Parce que là, au moins, ils ne pouvaient pas cacher le nom. Les noms sont sortis. C'est Éric Denetier avec Delta, Echo, November, Echo, Charlie, Echo. Ensuite, un député des Républicains, un certain Olivier Marlex, vérifié, Denetier a été suicidé le 12 juin et Olivier Marlex a été suicidé le 7 juillet. Ne me dites pas c'est quel Français, je l'ai dit, eux ils savent de quoi je parle, vous-même à tête reposée, vous comprendrez pourquoi je dis qu'ils ont été suicidés. Donc c'est pour vous dire où ils sont et à quel point ils sont capables d'infliger des douleurs à leurs propres compatriotes plutôt que de s'asseoir et négocier avec les États de la Confédération. Ceci est assez instructif pour les Nigériens qui sont encore naïfs pour se dire que la mobilisation générale a tout son sens. La bascule d'un état de paix vers un état de guerre se prépare. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous invitons les Nigériens à faire. Monsieur le Président, on voit les infrastructures routières en chantier, les voiries urbaines, les façades des administrations publiques qui s'embellissent, l'accessibilité des produits alimentaires, même en cette veille du mois béni de Ramadan, malgré une saison de pluie qui n'a pas totalement répondu à nos attentes, les unités industrielles qui poussent surtout dans le secteur privé. Il s'agit de réalisations importantes saluées par les Nigériens et qui permettent de présager de bonnes perspectives. Mais au-delà et de ce que l'œil du citoyen peut voir, quelles sont les perspectives à court moyen terme pour le Niger sur le plan économique, social, notamment en ce qui concerne la création de richesses, l'emploi, la formation et la protection sociale? Je crois avoir répondu à cette question, si ce n'est intégralement, en partie. Je vous ai brossé la situation économique de notre pays avec ses perspectives. Tout ce que nous faisons et tout ce que nous aurons à faire sera essentiellement pour le bien-être de nos compatriotes. Je l'ai dit, un franc collecté sera investi pour le bien-être des Nigériens. Je l'ai dit, les perspectives, en plus de la situation actuelle, passée, également sont encourageantes. Et je crois que les réalisations ou les préoccupations de certains par rapport à l'avenir, mais ce que j'ai dit, je l'ai dit avec des chiffres qui sont vérifiables. Il faut que les Nigériens se rassurent, les perspectives sont bonnes et le Niger, les autorités du Niger vont œuvrer pour le bien-être
des Nigériens de façon particulière et des peuples résilients de la Confédération de façon plus large. C'est un choix que nous avons fait et que les Nigériens ne soient surpris de toute réalisation que nous serons amenés à faire malgré les difficultés évidentes. C'est une question de choix, c'est une question de rigueur dans la gestion des maigres ressources. Ce n'est pas la vie belle ou le train de vie, comme vous l'avez dit dans une de vos questions. Il n'y a pas de train de vie, il y a un train de survie. Mais le train de survie n'exclut pas également de faire des réalisations au profit des compatriotes. Je crois que nous avons suffisamment donné les preuves à travers des efforts que nous avons consentis, des sacrifices, notamment dans le domaine de la santé, avec les réductions, dans le domaine des hydrocarbures également, avec les réductions, dans le domaine tout simplement du commerce, avec le ciment et tous les autres matériaux qui sont maintenant produits sur place au Niger. Si vous voulez construire, vous avez la tonne de ciment au maximum à 60 000 et vous avez le fer à béton, vous avez le fil de fer recuit, vous avez la tôle, vous avez les tubes carrés, vous avez les IPN. Je crois que vous avez tout pour construire. Et c'est l'objectif. Créer les conditions, un environnement favorable au redécollage du Niger pour que nous soyons à notre tour comme certains pays, mais pas tous quand même, parce que nous voyons d'autres qui sont en train de plonger. Ce n'est pas l'objectif. Donc les perspectives sont bonnes et ce qui sera fait pour le bien-être des Nigériens sera fait, Inch'Allah. Au terme de cet entretien, Monsieur le Président, quel sera votre message à l'endroit des Nigériens et de tous nos concitoyens de la Confédération AES? D'abord, c'est un message de gratitude pour leur sacrifice. Parce que si nous avons tenu, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est grâce à la résilience des peuples du Sahel, nigériens, des Maliens et des Burkinabés. Et je crois qu'il y a eu suffisamment d'événements illustratifs. Nous remercions l'ensemble de nos compatriotes pour les sacrifices consentis. Nous appelons les autres qui, malgré les énormes efforts consentis, ne mesurent pas la portée du sacrifice que l'État consent pour leur permettre d'avoir un minimum. Il faut qu'ils réfléchissent à tête reposée pour comprendre beaucoup de sacrifices sont consentis et que l'État fera tout pour que chaque Nigérien comprenne et soit convaincu que le choix qu'il a soutenu est le bon choix. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour que nos martyrs qui nous ont dévancés reposent dans son paradis Firdaus et qu'il leur accorde sa rahma. Nous prions pour que Allah subhanahu wa ta'ala accorde un prompt rétablissement à tous nos martyrs, à tous nos blessés, civils comme militaires. Nous sommes de cœur avec les familles de nos martyrs et les familles victimes de ce mercenariat à nous imposer. Nous appelons le peuple de la Confédération à rester résilient. Nous ne ferons jamais de la démagogie. Nous avions déjà dit, nous serons sincères et que tout ce que nous ferons sera basé sur la sincérité entre nous et nos compatriotes. Parce que nous sommes conscients qu'il y a une puissance au-dessus de notre tête qui nous observe et qui a le jugement, le jour du jugement. Nous appelons les Nigériens, les Maliens et les Burkinabés
à s'armer davantage de courage parce que le combat sera long et difficile. Celui qui est habitué à piller, celui qui est habitué à voler, celui qui est habitué à massacrer pour atteindre ses objectifs ne cessera jamais. C'est dans le sang et c'est toujours dans le sang. C'est à nous de faire en sorte que notre volonté de souveraineté, d'indépendance soit la plus forte des volontés. Allah préserve notre pays, Allah préserve le Mali, Allah préserve le Burkina, Allah préserve la Confédération. Nous remercions tous les partenaires sincères qui nous méconnaissent nos intérêts et qui nous accompagnent dans notre lutte de libération. Nous sommes conscients des critiques de l'autre camp quand ils disent qu'on quitte la France pour se jeter dans les bras de la Russie. Mais comme ils disent, un seul pays que la Russie a colonisé. La Russie était sur la table lors de la conférence de Berlin, mais la Russie n'a pas pris de colonie. Et ceux qui nous reprochent de nous jeter dans les bras de la Russie, qu'ils sachent que nous avons d'autres partenaires. Parce que ce qu'on nous refuse d'un côté, ces partenaires nous l'accordent. La Russie, la Turquie, la Chine et tous les autres qui nous soutiennent parce que nous avons émis la demande et qu'ils sont convaincus de la légitimité de notre demande. C'est différent de ceux qui bloquent du matériel que nous avons acquis avec nos propres ressources, nos maigres ressources. Des gens qui donnent des ordres clairs pour que même la simple Toyota qu'on ne nous la vende. Nous avons vécu tout ça. Et que c'est à nous qu'on reproche d'aller vers ceux qui nous accompagnent pour préserver l'intégrité de nos territoires, pour préserver notre dignité, pour affirmer notre souveraineté. Allah est le plus sage des juges. Allah nous accompagne dans tout ce que nous ferons et qu'il répande sa rahma sur notre confédération ainsi que dans les pays qui nous accompagnent dans cette lutte d'indépendance totale. Merci aux compatriotes. La lutte sera longue. Prenez la mobilisation au sérieux quand sera l'heure de sonner la mise en œuvre, que les Nigériens soient prompts, chacun en fonction de ses compétences, à appliquer les règles qui lui sont déterminées. Un dernier mot également, dans une semaine ou moins d'une semaine, nous allons rentrer dans le mois béni de Ramadan. Les dispositions sont prises et les Nigériens l'ont constaté pour que tout ce qui peut accompagner nos compatriotes dans l'accomplissement de cette ferveur religieuse soit disponible. Nous souhaitons un Ramadan Karim à toute la communauté. Merci beaucoup. Monsieur le Président, merci de nous avoir accordé cette grande interview et ce que l'on retiendra à côté peut-être de cette formation militaire, c'est profonde connaissance en histoire et en philosophie. Vraiment, merci infiniment. Oui.